le plus important pour les cahiers noirs sont les passages antisémites, parce que on a su que Heidegger, dans sa vie privée, était une sorte d'antisémite, mais on n'a pas su que Heidegger a intégré son antisémitisme dans un contexte philosophique. Et ça, c'était la surprise gigantesque quand j'ai lu les cahiers noirs pour la première fois, que j'ai vu que Heidegger a ouvert son texte pour l'antisémitisme. Et pour un antisémitisme philosophique, ou comme je dis, pour un antisémitisme ontohistorial. Mais bien sûr, il y a d'autres choses dans les cahiers noirs. Premièrement, c'est un manuscrit généré sur le temps de 14 ans, c'est entre 1930 et 1970. Et ça, c'est un manuscrit singulier dans l'histoire de la philosophie allemande, c'est sûr. Il n'y a pas des choses comparables. Et oui, mais ça, bien sûr, c'est seulement une question de la forme, une question externe, mais dans les cahiers, peut-être pour nous, le style de ce texte est très excitant, très fort. Il y a c'est quoi, c'est rage, une rage, on peut dire contre tous les phénomènes culturels, même contre la culture, même bien sûr contre le national-socialisme, contre le bolchevisme, contre l'américanisme, contre l'art, contre la politique, contre tout. Et ça, c'est vraiment une question, c'est vraiment une expérience de lire ces cahiers, cette rage inconnue de Heidegger. Et ça, oui, à mon avis, peut-être c'est une parodie de Nietzsche, mais ce n'est pas la question maintenant. Mais oui, ce sont des choses que je pense qui sont nouvelles. Alors, si j'entends bien, j'ai lu, d'après vous, je n'ai pas eu accès directement au livre allemand. Simplement, vous citez une phrase du cours de 1932. Nous voulons nous mettre en quête du commencement de la philosophie occidentale. Et ce commencement réapparaît dans les cahiers noirs en disant il y a deux commencements, si je reprends votre distinction, un commencement grec, le commencement de la philosophie sur le commencement grec, et depuis ce commencement, je cite Heidegger, la philosophie occidentale est pauvre en commencement. Alors le deuxième commencement, c'est évidemment les Allemands. Et que ça l'amène à dire que historiquement, il faut sans doute préciser ce sens de historiquement, les Allemands sont appelés à recommencer la philosophie pour le compte de l'Occident. Mais, c'est le contexte qui est présent, mais l'Occident est déjà engagé depuis l'Angleterre jusqu'aux USA dans une autre démarche technicienne et calculatrice que Heidegger nomme la machination. Alors, est-ce que vous pouvez dire deux mots sur cette notion de commencement et cette espèce d'omnibulation de Heidegger pour la machination? Oui, il y a... Oui, c'est la question de l'histoire de l'être. C'est la question de la philosophie de l'histoire chez Heidegger. Il y a un récit, à mon avis, il y a une
narratif même, parce que, oui, c'est très connu de prendre le grec comme le commencement de la philosophie, parce que il y a une sorte de facticité pour ça. C'est très connu de penser comme ça, parce que c'est la même chose chez Husserl, ou c'est la même chose dans l'idéalisme allemand, quelque chose comme ça. Mais il dit qu'il y a dans cette relation avec le premier commencement, il y a une autre commencement. Il appelle ce commencement autre commencement. Et à cause de certaines idées, il pense que l'autre commencement prendrait place entre les Allemands. Les Allemands ne sont pas les national-socialistes. Ça, c'est clair pour Heidegger. C'est une part de la narrative. Les Allemands sont les Allemands des grands philosophes et des grands poètes, et spécialement de Hölderlin, et sa figure centrale pour ce récit de l'histoire de l'être. Et oui, je crois que pour Heidegger, dans le moment de 1933, il a fait l'erreur d'identifier la révolution nationale avec cet autre commencement. Ça, c'est vraiment un problème avec ce concept de l'autre commencement. Et oui, il a espéré que les national-socialistes voudraient réaliser ce autre commencement. Mais c'est vrai qu'il a vu assez vite que ça, c'était une erreur. Mais quand même, il a pensé que les Allemands, maintenant les Allemands, dans la différence avec les national-socialistes, que les Allemands sont le peuple de l'autre commencement. Et machination, ça, c'est la technique. C'est la technique universelle. C'est un peu un ennemi de l'autre commencement. Un pouvoir qui dont sa substance, son substance est universelle et pas dans une relation avec un certain peuple, par exemple. Et ça, c'est le problème. Il a identifié les Juifs avec cette machination. Voilà. Et ça, oui, ça c'est je ne sais pas comment on dit en allemand, mais en français, le mot machination et le mot complot sont quasiment synonymes. Hein. Alors, c'est là que commence, après tout, on pourrait dire oui, pourquoi pas. Mais la machination est calculatrice, et là on tombe dans l'antisémitisme de guerre. Il y a un peuple qui est calculateur, c'est les Juifs. Et donc, de là à passer, et vous faites le rapprochement avec le protocole des Sadduciens, à une conception fantasmatique du judaïsme, d'où cette traduction sur laquelle on bute, de Weltjudentum. Si on veut être poli, on dira judaïsme mondial, c'est littéralement c'est la traduction exacte. Mais comme derrière il y a ces apparences complexes, ces concepts, ces fantasmes plutôt de complot, on se dit que ça rappelle, ça consonne avec jugerie internationale. Et c'est comme ça que certains, ici en français, traduisent Weltjudentum. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur la traduction ? Oui. Je suis pas français, mais Weltjudentum en allemand, c'est évidemment péjoratif.
C'est péjoratif. Oui, absolument, absolument. C'est antisémite de dire Weltjudentum. D'accord. De sorte que juiverie, je crois, c'est... Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Ok. Voilà. Donc Marianne, tu peux réagir? J'ai quand même eu le sentiment que c'est pas un travail aussi élaboré que Sein und Zeit ou que les autres écrits de Heidegger qu'on connaît. Donc je verrais ça plutôt comme des notations spontanées. Donc j'étais un peu... vous considérez ça comme une œuvre philosophique de Heidegger. D'accord. Oui. Et parce que l'écriture de Heidegger est assez claire dans les cahiers noirs, dans les manuscrits. À mon avis, ce ne sont pas des notations spontanes ou quelque chose comme ça. Ils sont très élaborés, le handwriting, l'écriture, et oui, le niveau de la pensée est toujours assez haut, dans le contexte de la pensée heideggerienne, bien sûr. Et oui, à mon avis, les cahiers noirs, ils ont une importance changeraient notre image de Heidegger, je suis assez sûr. Il y a vraiment un changement maintenant. Oui. Alors, bon, si vous voulez, dès les années 30, et Karl Löwit fait allusion à une lettre de Heidegger où il parle de la période de la société allemande, donc on sait que son antisémitisme est, j'allais dire, l'antisémitisme allemand et la symbiose judéo-allemande, bon, l'antisémitisme, c'est Stöcker, hein, tout ça. Bon. C'est... pour moi, enfin, si vous voulez, il est antisémite depuis 1930, hein, et moi, ce qui m'a... Donc, selon moi, on n'est pas plus ou moins antisémite. Hein. Donc, que Heidegger était antisémite, on le savait depuis longtemps, c'est reparti, la question s'est reposée en 1988 avec la publication du Farias et tout ça, et puis quand on a su qu'il avait payé ses cotisations jusqu'en 1945, moi, ce qui m'a le plus choqué, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est son adhésion à l'hitlérisme. Ça, que Heidegger ait pu se tromper à ce point et imaginer que Hitler puisse être la représentation de la révolution conservatrice, ça c'est quelque chose qui m'a complètement flanqué par terre et qui m'a vraiment surprise de la part de quelqu'un que l'on crédite, si vous voulez, d'une puissance de pénétration intellectuelle. Hein. Et parce que vous avez quand même, bon alors, il y avait avant Stefan Georg, vous avez Jünger, qui était quand même quelqu'un qui représentait la révolution conservatrice, qui avait un mépris total pour Hitler, et ça je ne comprends pas. Je veux bien, après, si vous voulez, dans les années 48-49, il a répondu à Marcuse, après je lirai la lettre de Marcuse, hein. Et Heidegger lui a dit, voilà pourquoi je me suis engagé dans l'hitlérisme, et c'est au nom de la révolution spirituelle de l'Allemagne, de l'enracinement de la culture, mais qu'il ait pu penser que Hitler le représentait, et même s'il a, vous savez, vous connaissez ça mieux que moi, dans le premier des cahiers noirs, il fait la différence entre un national-socialisme vulgaire et puis un qui est un peu plus... Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, si vous voulez, d'un côté, hein, on est antisémite ou on n'est pas, et deuxièmement, alors là, donc, qu'il y ait cette révélation dans les cahiers noirs, ça m'apprend rien, hein, mais qu'il ait pu se tromper à ce point sur l'hitlérisme, ça m'a complètement, enfin, ça m'a vraiment surpris. Donc la question c'est, alors vous travaillez plus spécifiquement sur cette intrication
de l'antisémitisme dans la pensée de Heidegger. Et vous pensez vraiment que c'est la chose la plus importante des cahiers noirs, que vous considérez quand même comme un ouvrage philosophique? On peut dire rapidement ce qu'on trouve dans les cahiers noirs, parce qu'on trouve quelques perles, si je puis dire, antisémites, mais la question est probablement pas possible de répondre, mais oui, comme j'ai dit, à mon avis, il y a une différence entre un homme qui est dans sa vie privée un antisémite et un philosophe qui essaie de faire quelque chose de cet antisémitisme dans son récit de l'histoire de l'être. À mon avis, c'est une différence. Et la question de la philosophie, c'est difficile à Heidegger, parce que vous connaissez que Heidegger, il fait une différence entre la philosophie et la pensée. Et de sorte que pour lui, ce n'est pas la question si la philosophie pourrait être antisémite ou pas. Pour lui, la philosophie est finie. Avec la philosophie, et à mon avis, c'est une idée intéressante, à mon avis, parce que la philosophie, il y a une crise de la philosophie, à mon avis. Mais oui, dans ce cadre de la pensée heideggerienne, dans ce contexte de l'histoire de l'être, c'est je crois pour les heideggeriens, c'est important de reconstruire le problème de l'antisémitisme dans ce manuscrit. Oui, c'est pas beaucoup, c'est pas le deuxième être étant, bien sûr, mais c'est une tâche de recherche. Oui. Alors justement, effectivement, c'est-à-dire l'homme théorique, c'est celui qui établit l'identité de l'être et de l'idée et qui laisse tomber ce que les présocratiques avaient admis, c'est-à-dire le bios politikos. Alors on pourrait quand même se demander, et là pour le coup on va revenir à cette question du sens de l'être, c'est-à-dire que comment un homme qui dit je pense à partir de mon je suis, un homme qui considère qu'il faut considérer l'humanité dans son achèvement, dans sa finitude vis-à-vis de la mort, peut prétendre à ce point, et ça a été la question fondamentale que lui ont posé d'ailleurs ses étudiants, peut-on véritablement prétendre, comme il l'a fait, distinguer la philosophie et la pensée? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, un paradoxe ou une mauvaise foi? Oh non, il y a des raisons systématiques dans cette différence, à mon avis. Par exemple, il nie l'idée que la philosophie a un système, par exemple. Il critique, il a une critique par exemple, pour la logique de la métaphysique, pour le dialectique platonicien et hegelien. Il nie, par exemple, l'argument, parce que, à son avis, il y a une pensée poétisante dans la relation avec Hölderlin et autres poètes. Et ça, ce sont des raisons, à mon avis, intéressantes de faire cette différence entre la métaphysique et une pensée post-métaphysique. À mon avis, la pensée de l'histoire de l'être est aussi finie avec le projet de Heidegger. À mon avis, ce n'est pas possible de continuer ce projet. Mais l'idée de discuter et parler sur une crise de la métaphysique, c'est à mon avis
C'est intéressant. Oh oui, oui, non, ça je ne conteste pas. Moi j'avais une question tout à fait pédestre. Hein, comment peut-on poser la question du sens de l'être et considérer que cette question, d'une certaine façon, ne reçoit pas de réponse dans la vie quotidienne, de sorte que ce que je fais dans ma vie quotidienne est sans rapport avec ce que j'expose dans ma philosophie. Cela dit, finalement, il est d'accord avec lui-même dans la mesure où vous montrez que, étant antisémite au jour le jour, il était également dans sa philosophie. Si tu me permets, Marianne, je citerai la lettre de Marcuse dont tu parlais à l'instant à Heidegger. Marcuse était élève de Heidegger, et il dit ceci: nous ne pouvons pas séparer Heidegger le philosophe et Heidegger l'homme, car cela est en contradiction avec notre propre philosophie. Marcuse dit Heidegger. Donc, d'une certaine manière, l'argument de l'homme privé tombe. Oui, oui, c'est Alors, la question, je pense que c'est toujours la même que je me pose en vous lisant, c'est, bon, alors, vous dites, Peter Kramnik, que Heidegger inscrit l'antisémitisme dans l'histoire de l'être. Bon, très bien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a... Non, mais très bien. Non. Je scande la pensée. Voilà. Alors, il a, d'une certaine manière, il a donc voulu justifier philosophiquement l'antisémitisme. Alors, au bout du compte, on débouche, comme on l'a vu tout à l'heure, sur des stéréotypes violents. Les Juifs sont des calculateurs, ils sont responsables de la guerre, ils sont des déracinés, reproche récurrent chez Heidegger, Godenlos, etc. Et vous, Tatrani, vous affirmez la construction auto-historique aggrave son cas. Voilà. Alors, vous dites aussi, moins Heidegger parvient à dissiper le soupçon de l'antisémitisme, plus nous avons des raisons pour dire qu'il fonde à proprement parler un nouveau type d'antisémitisme. Alors, moi, je me demande ce que c'est ce nouveau type d'antisémitisme. Vous pouvez nous éclairer. C'est l'antisémitisme auto-historien. C'est le sien, non? Oui, mais c'est le sien, c'est le sien. Oui, les stéréotypes sont banals. Ils sont présents. Oui, ils sont très connus, ils sont banals. Mais son effort, son essai de construire une juiverie internationale ou mondiale dans ce récit. Ça c'est oui, parce que le projet de l'histoire de l'être est singulier, c'est l'antisémitisme. Cet antisémitisme est singulier. Oui, oui. Ce n'est pas un antisémitisme racial. Et il même il critique l'antisémitisme biologique de national-socialisme. Tout à fait, je n'ai pas dit, mais c'est vrai. Ouais. Il serait bien vu à la place de Rosenberg, d'ailleurs. Non, en fait, l'antisémitisme de Heidegger, bon, c'est une chose admise. Évidemment, c'est une chose avec laquelle compose les Heideggeriens. Moi, il y a quand même une chose aussi, j'en parle un peu dans un truc. On s'en prend à Heidegger, hein, antisémite, carte nazie, adhérent de Rothacker, Rothacker était un philosophe donc, contemporain de Heidegger. Quand les Warburg ont créé l'université de Hambourg, ce sont eux c'est Avi Warburg qui a envisagé, qui a fait venir un certain nombre de professeurs.
Et c'est grâce à lui que Cassirer, qui est un immense philosophe du XXe siècle, Ernst Cassirer, c'est grâce à Warburg qu'il a eu son premier poste, sa première chaire philosophique en Allemagne. Et il s'intéressait à un autre philosophe, il s'intéressait à Rothacker. Et finalement, ils n'ont pas fait venir Rothacker, dont les opinions conservatrices, et après ça a été un fervent adhérent du national-socialisme. Hein. Rothacker n'a pas été recruté à l'université de Hambourg, et après la guerre, Rothacker a eu un merveilleux, un grand philosophe comme étudiant, qui était Habermas. Et la question que je vous pose, peut-être Avni, puisque vous êtes en Allemagne, vous connaissez mieux que quiconque ici qui n'est pas allemand le débat d'idées en Allemagne, moi ce qui me choque, si vous voulez, c'est qu'on fasse ce procès, enfin qu'on fasse un tel procès à Heidegger, alors que finalement, il y a des philosophes, certes de moindre importance, mais dont le nazisme a été autant, sinon plus, avéré. Est-ce qu'on en parle, notamment, de gens comme Rothacker chez vous, en Allemagne? Non, pas du tout. Parce qu'il n'est pas important. Oui, non, mais c'est ça. Oui, il n'est pas un philosophe comme Heidegger, c'est évidemment, il n'est pas important. Et finalement, en fait, je ne pense pas que les philosophes heideggeriens revendiquaient tels. Je ne pense pas que l'antisémitisme d'Heidegger les engage eux-mêmes à être des antisémites sans le savoir. Si la philosophie de Heidegger est antisémite, on ne peut pas dire que les Heideggeriens sont des antisémites. C'est une question grave. Si la philosophie de Heidegger est antisémite, ça c'est une question, c'est pas clair. Parce que il y a beaucoup de philosophies de Heidegger. Il a dit que sa pensée est des chemins, pas des œuvres. Et de sorte que c'est peut-être la question la plus difficile si la pensée de Heidegger dans sa totalité est antisémite, ou il y a une possibilité de penser une autre chose. Oui. Mais ça, c'est vraiment la question. Oui, on peut très bien lire, sans perdre son âme, Zeit, Le Canbourg, des œuvres de ces années-là. Donc, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que les gens, que les intellectuels juifs dont on parle dans le livre de Marianne, sur le coup, n'éprouvent aucune gêne, au contraire, ils sont une espèce de charme, de fascination, ils écrivent tous la réception positive qu'ils ont eue. On ne peut pas dire que toute la philosophie de Heidegger est imprégnée d'antisémitisme, mais il apparaît à certains moments. Et peut-être, moi, ce qui me choque le plus, c'est après, c'est-à-dire comment n'a-t-il rien dit quand on a commencé à découvrir l'ampleur de la Shoah, comment n'a-t-il rien dit à ceux-mêmes qui lui demandaient, sinon un geste de repentir, une parole de repentir, du moins quelque chose, un mot. Je pense par exemple à la visite de Paul Celan à Heidegger, qui a voulu bouleverser en disant rien. Et Paul Celan était Philippe Despotes, était un lecteur et un admirateur de Heidegger. Ça aussi, c'est inversé au dossier. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe qui en plus un philosophe qui est philosophe de la Kehr, c'est-à-dire du retour, du retour sur son chemin, qui ne peut pas, ou ne veut pas, je ne sais pas, qui ne peut pas dire oui, alors il a dit j'ai fait une grosse noite, enfin c'est une grosse bêtise, c'est dérisoire. Voilà, donc je sais bien que certains philosophes français trouvent que parler de responsabilité à propos d'un philosophe, c'est un concept fixe, Deleuze disait ça, Badiou disait ça. Et quand même, un philosophe qui ne pense pas à sa responsabilité vis-à-vis du monde, c'est un peu gênant pour un philosophe. Oui, c'est vrai.
Dans mon interprétation, à mon avis, la philosophie ou la pensée heideggerienne n'est pas capable ou même n'est pas intéressée de développer un concept de dette ou oui. C'est ce que vous établissez dans oui. votre livre, la liberté d'errer. On a le droit de se tromper. Oui. On n'est pas responsable. Oui, parce qu'il y a un concept c'est quoi, c'est l'errance. L'errance. Oui, il y a un concept de l'errance dans la philosophie de Heidegger, avec qui il dit que l'homme tragique, c'est une errance tragique. Il fait des erreurs, mais bien sûr des erreurs massives, comme par exemple Oedipe. Oui, Oedipe. Mais Oedipe, il n'a pas une dette dont il n'est pas coupable dans son action avec par exemple sa mère. Et ça, c'est pour Heidegger, je crois, une méthode ou même un chemin d'éviter la question si le philosophe a une responsabilité pour l'histoire. Et à mon avis, je crois qu'il n'a pas entendu, il n'a pas compris la discussion sur la dette, sur la culpabilité, oui. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Schuld, en allemand, c'est la faute et la dette. Je vous dois ceci, mais je suis coupable de cela. Hein. Donc, vous entendez Schuld au sens de culpabilité, et moi, j'entends Schuld au sens de dette philosophique, celle que les philosophes juifs ont contractée vis-à-vis de Heidegger. Alors, à la grandeur de la pensée, la grandeur de l'errance. Qui ne risque rien n'a rien, enfin, j'ai eu une audace de penser. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ils lui ont posé la question. Celui qui lui a posé le plus profondément et le plus constamment la question de cette errance, c'est Karl Leuwitz. Karl Leuwitz, qui avait été son ami et son étudiant pendant 9 ans. C'est celui qui a le plus travaillé avec Heidegger et qui lui a posé la question assez tôt à Rome en 1938, et c'est le premier qui s'est soucié de savoir quelles étaient les traces de l'antisémitisme et de l'hitlérisme dans la philosophie de Heidegger, et qui lui a posé la question dans le débat qui a été publié dans les Temps modernes en 1946. Et c'est celui qui vraiment a essayé de comprendre, qui lui a demandé des éclaircissements. Marcuse lui a écrit en 1948, et donc Heidegger lui a répondu, écoutez, voilà, j'ai été hitlérien parce que je pensais qu'il y avait une nécessité de renouvellement spirituel de la vie, parce qu'il s'agissait de résister au communisme, et parce que je croyais à l'enracinement originel du savoir. Léo Strauss, Hans Jonas ont essayé de lui poser la question sans avoir de réponse, et ils ont abandonné. Et celle qui a été la plus fidèle, ça a été Hannah Arendt. Mais tout ça pour vous dire que ces hommes et ces femmes, cette femme qui avait nicht geschwärmt, mais qui avait reçu une immense stimulation intellectuelle de Heidegger, et je vous dirai pourquoi après, eh bien, ont cessé de le lire après la guerre, et la seule qui a continué à le lire et à défendre sa pensée, qui a même été en quelque sorte son agent en Amérique, aux États-Unis et dans le monde, ça a été Hannah Arendt. Il faut dire que quand elle est rentrée en Allemagne, Heidegger est venu vers elle et lui a dit « Je viens me livrer ». Mais ce
qu'il y a d'intéressant, hein, c'est de voir que pour eux qui avaient reçu la plus grosse stimulation intellectuelle de Heidegger, eh bien, après, il y a eu une sorte de rideau qui est tombé, hein, et ils n'ont plus du tout été heideggeriens. Et alors, bon, évidemment, ça a été aussi le cas de Jankélévitch en France. Hein. La question, c'est de savoir, maintenant que ce que je considère, moi, surtout l'immense lâcheté de Heidegger, va nous détourner de cette pensée. Je pense que des gens comme Jonas, Lévinas, Léo Strauss, Hannah Arendt, Karl Leuwitz ont pu résister à Heidegger, c'est parce qu'ils ont trouvé en lui les stimulants à la propre pensée. Ils se sont trouvés devant un philosophe qui, pour le premier, les délivrer en quelque sorte, ou leur ouvrait la porte d'une autre façon de penser qui n'était plus calquée sur le modèle kantien ou le modèle hypothético-déductif, où on pensait, comme le disait donc Heidegger, à partir de son je suis, on se posait la question de l'être, c'est-à-dire que c'était effectivement le prolongement du scandale ou de l'émotion, du pathétique de Kierkegaard. Hein. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que chacun l'a développé à sa façon. Hein. Et Karl Leuwitz a trouvé dans le Mitsein heideggerien l'être avec, hein, cette façon de penser l'homme par rapport à l'autre homme. Et il a toujours reproché à Heidegger, justement, de ne pas avoir considéré la totalité de l'homme, de ne pas avoir tenu suffisamment compte de la nature de l'homme. On connaît l'opposition de Heidegger à l'anthropologie. Et Karl Leuwitz a même élargi cette perspective jusqu'à mettre l'homme face à la totalité du monde. Pour ce qui concerne Jonas, il avait sa philosophie juive, sa philosophie de la responsabilité, donc il a pu aussi s'évader d'un Heidegger qui lui avait permis de penser plus librement. Tous ont eu les moyens, si vous voulez, de résister à Heidegger et de le laisser tomber. La question est beaucoup plus grave pour moi, enfin j'ai jamais été heideggerienne, donc ça ne me dérange pas, mais pour des gens pour qui Heidegger représente un modèle philosophique. Est-ce qu'il est vraiment possible, et ça c'est une question d'ailleurs que je vous pose à tous, de séparer l'homme et la pensée? Est-ce que, en tant que philosophe, et même si avec Heidegger, on considère que la philosophie, ça n'est pas simplement la doxa, ça n'est pas simplement la connaissance, est-ce qu'il est possible de séparer, et encore plus avec Heidegger, est-ce qu'il est vraiment possible de séparer, et aussi quand on est en quête de la vérité, c'est vraiment possible de séparer un homme de sa vie et de ses engagements. Ça, c'est qui fait que le débat heideggerien est encore si vivace aujourd'hui et relancé par des textes comme les Mémoires ou le travail de Platon. Écoutez, je voulais juste en profiter pour vous signaler un petit texte de Hannah Arendt qu'on a retrouvé dans son journal de pensée qui a été traduit il y a quelques années et qui est reproduit dans La lettre et la distance. C'est la fable de Heidegger le renard. Heidegger dit fièrement, je cite Hannah Arendt, les gens prétendent que Heidegger est un renard. Écoutez la véritable histoire de Heidegger le renard. Je ne vous dirai pas tout parce que ça va vous endormir. Il était une fois un renard à ce point dépourvu de ruse que non seulement il tombait constamment dans des pièges,
et qu'il était même incapable de distinguer un piège de ce qui n'en était pas un. Ce renard souffrait en outre d'une autre infirmité. Quelque chose clochait avec sa fourrure, si bien qu'il n'était absolument pas protégé contre les intempéries auxquelles est soumise la vie d'un renard. Après avoir passé toute sa jeunesse à rôder autour des pièges qui lui avaient été tendus par les autres gens, et alors qu'il ne lui restait pour ainsi dire plus un poil de fourrure intact, ce renard décida de se retirer définitivement de ce monde de renards et entreprit de creuser un terrier. C'est revenu la hutte de la forêt noire. Dans son ignorance ahurissante de ce qu'est ou non un piège, en dépit de l'expérience incroyable qu'il en avait, il eut une idée tout à fait nouvelle, inédite pour un renard. Il construisit un piège qui devait lui servir de terrier et il s'installa à l'intérieur. Alors après, comment Heidegger va-t-il sortir du piège? Du piège terrier qu'il s'est créé lui-même. Oui, bien sûr, elle a vu les difficultés et les problèmes dans la pensée de Heidegger, mais à mon avis, pour Hannah Arendt, par exemple, l'expérience capitale de la pensée Heidegger, c'est la liberté de penser. Et la liberté de penser, c'est un sujet pour la pensée de Hannah Arendt aussi. Qu'il n'y a pas une institution sur le pensée même. Ce n'est pas possible de dire que la pensée philosophique obéisse ou quelque chose comme ça. À mon avis, c'est l'expérience de pensée que Hannah Arendt a trouvée dans la pensée d'Heidegger. Mais la question sur la vie et l'œuvre, à mon avis, c'est aussi, bien sûr, c'est très grave et très difficile. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. À mon avis, pour un homme ou un philosophe comme par exemple Heidegger et par exemple Wittgenstein, c'est toujours la question qu'est-ce que c'est le premier, la vie ou l'œuvre? Et à mon avis, il y a une c'est quoi, c'est une Austausch, changement, un échange entre l'œuvre et la vie. Et de sorte que, bien sûr, il y a une unité, mais pas dans le sens qu'il y a une biographie et l'œuvre est seulement une image de la vie. Parce que, à mon avis, c'est vraiment important de comprendre que prenez un compositeur, un artiste, pour ces gens, l'œuvre est une instance de construire la vie dans cet échange. Et dans ce sens, bien sûr, je crois qu'il y a une unité entre la pensée et la vie de Heidegger. Mais pas dans ce sens que Heidegger est personnellement un national-socialiste. Oui. De sorte que la philosophie doit être national-socialiste. C'est trop simple. Oui, exactement. Le cas Heidegger de 88, je crois, non, 86, Heidegger, question ouverte, il est venu clôturer le colloque en disant voilà tout ce qu'on peut dire, j'ai suivi, j'ai été ébranlé par ma jeunesse, par la philosophie de Heidegger. Et il disait on peut pardonner à tout peuple allemand, peut-on pardonner à Heidegger? Donc lui aussi attendait, je pense, un mouvement de repentir qui n'est jamais venu. Mais le plus important est sans doute effectivement qu'il a pensé, grâce à Heidegger, contre Heidegger. Tout à fait, tout à fait. Dans le cas de Lévinas, Lévinas disposait de ses prémices de sa pensée et qu'il a
d'ailleurs développé tout de suite, dès son premier texte, dès de l'évasion, c'est-à-dire à partir de sa lecture de Dostoïevski, à partir de sa connaissance de Heidegger, même à partir de sa connaissance de Heidegger, il avait une philosophie de l'évasion qui lui a permis justement, de trouver chez Heidegger justement aussi la liberté de penser, une façon de se défaire de ce qu'il a moqué d'ailleurs à la querelle, à la rencontre de Davos, en se moquant malheureusement des néo-kantiens et des cassireurs. Il a trouvé le stimulant spéculatif chez Heidegger, c'est peut-être penser avec Heidegger, contre la philosophie de la finitude, contre la philosophie de la critique de la technologie, contre la philosophie de l'enracinement. Mais effectivement, il a trouvé chez Heidegger ce qui lui était nécessaire. Et alors c'est intéressant parce que Reinhard Mehring, qui est le grand spécialiste allemand de la pensée de Carl Schmitt, fait remarquer plusieurs choses. Et là, peut-être que Peter Travny pourra nous en dire un peu plus. Il fait remarquer ce que nous savons ou nous ne savons pas, c'est que les Allemands ont toujours été très étonnés du succès que la pensée de Heidegger pouvait avoir en France. Et bien, ça, c'est ça. Deuxièmement, de sorte qu'il y a beaucoup d'Allemands qui disent que Heidegger est un problème français, mais qui n'est pas un problème allemand. Et il y a une autre chose que Reinhard Mehring fait remarquer, c'est que les élèves de Heidegger jamais ont émis des critiques à son propos, mais ils trouvent que ces critiques sont extrêmement douces. Et bon, je rappelais à Peter Travny que quand je suis partie faire mes études en partie en Allemagne au milieu des années 70, Heidegger était totalement exclu des enseignements, notamment à Munich. On faisait uniquement de la philosophie analytique. C'est-à-dire que Heidegger était un philosophe fondamental en France donc, si vous voulez, les critiques que Jonas, Léo Strauss et les autres adressent à Heidegger sont des critiques relativement légères. Ils lui ont posé des questions, ils n'ont pas reçu les réponses qu'ils voulaient entendre, et ils se sont contentés de cette absence de réponse, si vous voulez. Et je pense qu'il pouvait se passer de réponses claires dans la mesure où, finalement, eux-mêmes s'étaient passés de Heidegger et n'envisageaient la question du pardon. Ils ne l'envisageaient pas parce que d'une certaine façon, ils ne pardonnaient pas à Heidegger et leur façon de ne pas lui pardonner, c'était de le laisser tomber et de ne pas continuer à le commenter. La question de savoir si on peut pardonner à Heidegger, c'est de savoir si on peut continuer à philosopher avec Heidegger. Je crois qu'on est... Voilà. Non, mais je voulais simplement... Un problème français. Oh, c'est une... oui, c'est une... Je connais M. Mehring, c'est une perspective d'un historicien, c'est vrai. Parce que Heidegger n'a pas cette publicité, comme par exemple à Paris, le dernier siècle, c'est vrai. Bon, Derrida, Lyotard, Lévinas, même Badiou, à mon avis, est un crypto-heideggerien. De sorte que Heidegger est très fort discuté à Paris, plus à Paris qu'en France, mais oui, c'est vrai. Dans cette perspective d'un historien, c'est vrai. Et
c'est un problème de réception différentiel par rapport à l'Allemagne, on en parlait. Mais comment vous expliquez qu'on n'arrive pas, ça peut retourner la question des Français, c'est vous, comment on n'arrive pas à sortir d'un débat en ayant une pensée claire sur Heidegger. Je suis philosophe. Mais voilà, cette réception différentielle, alors elle a peut-être des raisons historiques, conjoncturelles. Il y a Héraclite, donc René Char, Héraclite, Heidegger, dans les années 50, etc. Peut-être que c'est là, alors qu'il était interdit d'enseigner en Allemagne. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui encore, c'était les 50, aujourd'hui encore, on puisse à nouveau avoir des positions aussi fermées, quoi. Parce qu'on peut toujours faire, comme vous avez dit en Océanie, dont tu parlais tout à l'heure, on peut dire, je n'en lis qu'une ligne. D'ailleurs, lui, il en a qu'un, il dit, je lis qu'une ligne d'allemand. On n'est pas obligé de le suivre. Mais, en tout cas, on pourrait dire ça. Pourtant, les plus grands noms de la philosophie contemporaine, à part la philosophie analytique, sont passés par enseignement de Heidegger. Oui, non, mais de certaine façon, on est complètement d'accord. Moi, vous avez dit, donc, vous considérez que les cahiers noirs sont une œuvre de philosophie et que, à partir de là, ça va changer le débat sur Heidegger et le renouveler, tout ça. Est-ce que vous auriez des pistes, indépendamment de l'antisémitisme onto-historial, est-ce que vous aurez des pistes sur le renouvellement que ces cahiers noirs, parce que moi j'en connais 3, il y en a 4 autres, est-ce que vous pourriez, nous dire, pas que l'antisémitisme dans ces cahiers, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'ils apportent de nouveau à la connaissance de Heidegger, et deuxièmement, si vous voyez dans quel type de piste cela peut renouveler la pensée heideggerienne et la philosophie. Oui, je voudrais parler seulement pour le recherche heideggerienne. Oui. Ce n'est pas la question pour la philosophie. L'importance pour la philosophie, c'est trop grand pour moi de parler sur ça. Mais à mon avis, c'est comparable avec l'apparition de Beiträge, les apports dans la traduction de Tellier. Oui. Parce que les Beiträge a changé l'image de Heidegger totalement pour des lecteurs qui seulement a su être étonnants. C'était vraiment une surprise. Et à mon avis, les cahiers noirs est comparable avec cet événement de l'apparition des apports. C'est seulement ça. Et à mon avis, la modification de la recherche heideggerienne a déjà commencé. Parce que dans toutes les discussions sur Heidegger, sur les cahiers noirs, on peut sentir un nouveau approche à Heidegger. De sorte que j'espère qu'il y aura une nouvelle génération de recherche, une nouvelle génération avec une nouvelle approche à Heidegger. Je crois que ça c'est vraiment ça se passe maintenant. Oui. Mais vous pouvez préciser les thèmes philosophiques Non, le thème philosophique, c'est vrai. Il n'y a pas des choses nouvelles dans les cahiers noirs, dans le sens d'une vraiment nouvelle idée, comme par exemple la pensée de l'idée de l'événement dans les accords. Ça, c'est évidemment
pas le cas, c'est vrai. Très intéressant de voir. Oui. Bien, on peut, j'imagine qu'il y a des questions. On peut Du mot Heidegger dans la philosophie de Heidegger. Et oui, c'est une. La question actuelle avec Israël, c'est à mon avis une totalement autre sujet. Peut-être je pourrais dire que Heidegger, et ça c'était pour moi une surprise, a jamais lu des textes de sionisme, par exemple. Et il n'était pas intéressé de ce sujet. Et ça, c'est un peu. C'est surprenant. Oui. Mais monsieur, vous voulez poser une question. Mais enfin, l'antisémitisme ordinaire dont parle Jonas et que connaissait Hannah Arendt, avec lesquels tous vivaient, et Hannah Arendt dit bon, écoutez, moi je ne suis pas judaïsée, je ne suis pas confessionnelle, je ne suis pas religieuse, je ne supporterai aucune remarque antisémite. Mais l'antisémitisme, justement, vous dites qu'il n'a jamais parlé de sionisme. L'antisémitisme d'Heidegger, est-ce que c'est l'antisémitisme ordinaire, ou est-ce que ça a un fondement religieux, son protestantisme, son anti-judaïsme? L'anti-judaïsme, c'est pas l'antisémitisme. Est-ce que vous avez pu percevoir ça? Je parle par exemple d'une influence des protocoles de Sage de Sion, par exemple, parce que cette fiction avait une grande influence dans la propagande des nationalsocialistes. Et avec cette propagande, à mon avis, dans la pensée de Heidegger. Mais religieux, oui. Par exemple, dans les cahiers noirs, Heidegger se représente comme un nihiliste. Comme un nihiliste dans le sens du christianisme. Il est un polythéiste. Et à cause de ça, il pourrait critiquer le monothéisme, bien sûr. Et il le fait. Il le fait dans le volume prochain. On trouve des critiques comme ça. Il parle sur le monothéisme et la relation entre monothéisme et le totalitarisme. Mais il n'est pas un chrétien dans ce temps. Il parle d'un anti-christianisme, de son anti-christianisme. Bien sûr, vous pourriez dire que dans cette perspective, le judaïsme est un moment du christianisme, c'est vrai. Et ça, oui, ce n'est pas un anti-judaïsme, c'est une position contre le monothéisme en tant que tel. Et ça, c'est vrai, oui. Il y a une telle position dans la pensée d'Heidegger. Je viens donc d'écrire ce livre à Warburg. Et les Warburg, c'était une grande famille juive allemande. Et vous connaissez peut-être l'histoire de l'ami juif de Bismarck qui s'appelait Bleichroeder. C'était un type, c'était un conseiller de Bismarck, c'était un juif, richissime, qui donnait des fêtes somptueuses à Berlin, auxquelles toute la cour assistait, et Bleichroeder n'était jamais invité en retour. Les Warburg étaient une famille juive. Ce sont des gens, en plus il faut bien comprendre le statut des juifs dans l'entre-deux-guerres, ça explique aussi l'attitude des étudiants juifs de Heidegger. Ce sont les enfants de Bismarck, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont cru à l'émancipation, à l'égalité des droits. Et ils sont partis faire la guerre, la Première Guerre mondiale et tout ça. Tout ça pour vous dire que les Warburg étaient des juifs allemands, de grande culture allemande, et simultanément
ils étaient limités à ce que Félix Warburg appelait unser Kreis, c'est-à-dire notre cercle, c'est-à-dire que, comme Bleichroeder, ils étaient invités nulle part et ils vivaient entre eux. Et ces gens qui étaient des juifs allemands, patriotes, mais particulièrement juifs, et reconnus et se déterminant comme tels, étaient de grands lecteurs de Nietzsche. Et grands lecteurs de Nietzsche, et notamment de pas mal de passages de Aurore de Nietzsche, où précisément, en quelque sorte, Nietzsche s'élève contre la façon dont les Juifs sont vilipendés, et justement, ces passages-là contribuent à saper cette réputation d'antisémitisme qui est faite à Nietzsche. Pour ce qui est de mon ami et sa mention de Wagner, effectivement, il y a le texte de Wagner, le judaïsme dans la musique. Il faut bien scinder deux choses. Ce texte de Wagner sur le judaïsme dans la musique, où Wagner s'en prend violemment à Meyerbeer. Il faut dire qu'à l'époque, Meyerbeer triomphait sur les scènes européennes, et lui, il faisait des réductions pour cornet à piston de symphonies de Beethoven pour gagner sa vie à Paris. Et alors, d'un côté, il y a ce texte qui est qui relève, à mon avis, de l'antisémitisme ordinaire et qui n'est absolument pas excusable. Et puis, il y a l'utilisation de Wagner par Winifred Wagner à Bayreuth. Alors là, mais je pense qu'il faut quand même scinder les deux choses. Voilà. Mais pour ce qui concerne... alors, troisièmement, moi, quand j'ai été très choquée de voir que Hitler faisait partie de la pensée de Heidegger. Voyez-vous, lire ce nom-là dans les cahiers noirs, ça m'a beaucoup choquée. Puis après, j'ai un peu regardé et je me suis dit, bon, il y a des choses dans la philosophie de Heidegger, effectivement, ces notions d'enracinement, qui ont peut-être fait qu'il s'est retrouvé dans la révolution conservatrice. Je crois quand même qu'il avait les moyens de lutter contre ça. Je pense quand même qu'un philosophe aurait pu lutter contre ça. Il n'était pas tout seul en plus. Il y a comme des gens comme Jaspers et comme Husserl auprès de lui. Même Gadamer, qui était quelqu'un de relativement fragile, s'est tenu à l'écart. C'est vrai que même la mention de Ricoeur n'apaise pas mon interrogation. Mais merci de votre anecdote parce qu'elle était... C'est une tradition de la philosophie ou de la pensée allemande depuis Luther. Mais je veux citer Imre Kertész qui a dit que Auschwitz est un récit européen. Oui. Ce n'est pas seulement un problème allemand, l'antisémitisme. Je voudrais dire ça. Ce serait un peu étrange de prendre le problème comme ça. Et un dernier mot sur la fascination pour Hitler. Mais ça, c'est un trauma de l'Allemagne, c'est un trauma allemand. Mais ce n'était pas seulement Heidegger qui était fasciné de Hitler. Mais à mon avis, pour Heidegger, il y a une raison très facile pour cette fascination, parce que Hitler était un politicien qui a détesté la politique. Et ça, c'est l'inversion de cette pensée, c'est très important et très intéressant pour Heidegger. Un politicien de cette grandesse qui déteste la politique. Et ça, c'est un peu simple, mais c'est un chemin. Peut-être avec une révolution, avec une radicalité de la révolution comme un modèle politique authentique. Et il faut dire qu'après
François, Heidegger, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de lire Être et étant encore une fois dans le cadre de son engagement. Par exemple, il prend des concepts d'être étant et il essaie d'interpréter, de les interpréter politiquement. Il le nomme métapolitique, dans le cadre métapolitique. Oui. Mais peut-être il n'y a pas une conséquence entre l'être. C'est sûr, il n'y a pas une conséquence entre être étant et son engagement, mais je ne voudrais pas dire que ça c'est absolument impossible. Mais pourquoi faire ça? Je ne sais pas. Pourquoi continuer à lire Heidegger? Oui. Karl Levy n'est pas du tout d'accord. Karl Levy considère que dans Sein und Zeit, à partir du paragraphe 74, la philosophie et la politique ne sont pas séparables. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez une déduction rigoureuse. Est-ce qu'en sortant de Sein und Zeit, on est nazi? Mais en revanche, et ça ressort du passage bien connu de l'introduction à la métaphysique de 53, où dit la grandeur du national-socialisme n'a pas été n'a pas été reconnue. Je pense que, si vous voulez, il y a plutôt un genre de coïncidence entre certaines idées que Heidegger était apolitique. On le sait. Et il n'y a pas de pensée politique, il n'y a pas d'éthique chez Heidegger, et c'est ce que Cassirer lui a toujours reproché. Mais il y avait, si vous voulez, à mon avis, des coïncidences dans sa pensée profonde et ce qu'il a cru comprendre du national-socialisme. C'est là-dessus que ça se base. Mais on ne peut pas, bien entendu, faire de Heidegger un théoricien du national-socialisme. On est d'accord là-dessus, mais le national-socialisme avait rencontré certaines de ses pensées profondes, et il l'a dit bien longtemps après. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que disait Peter Travny, c'est que on est revenu souvent sur la question du silence de Heidegger après la Shoah. Bon, il y a quand même des choses épouvantables dans les fameux discours de Brême, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous avez dit, peut-être que vous l'avez dit dans le feu de l'action, c'est Heidegger ne comprenait pas qu'on lui pose ces questions. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, il ne le comprenait pas dans la mesure où il ne se considérait pas comme un théoricien politique et il ne voyait pas la portée politique, idéologique, sociale, humaine de ce qu'il avait écrit. C'est peut-être ça. Mais j'ai trouvé que c'était une interrogation assez fine et assez glaçante.